J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Par contre, là, ce coup-ci, je vais faire 2 émissions en une. Regardez mes onglets en haut, il y en a énormément. Donc j'ai une première partie où je vais parler des cryptos, en général. C'est ma première partie. Et ma deuxième partie, je parlerai de Multiversix, plus spécifiquement. Et puis aussi, on parlera à la fin des KYC pour voir si vous avez des problèmes. Bon voilà, juste pour parler du Launchpad et tout ça, quoi. J'espère être efficace et pas cher. C'est costaud, hein. C'est un gros programme. C'est pour ça que ça fera 2 vidéos. Et là, c'est le premier épisode. Pour ceux qui regardent sur YouTube. On démarre avec Binance. Binance qui perd son partenaire bancaire, PaySafe. Ça fait qu'à compter du 25 septembre, il sera plus possible de déposer ou de retirer des euros sur Binance. Pas terrible pour Binance, pas terrible non plus pour les clients de Binance, il y a beaucoup de monde sur Binance. Et Binance a encore d'autres soucis avec différents régulateurs de différents pays. Là, c'est l'Allemagne qui refuse à son tour une licence à Binance. Avant ça, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a l'Autriche, le Royaume-Uni, le Canada. Il y a certains pays, je crois, comme l'Autriche, où c'est Binance qui se retire d'eux-mêmes. Bon, c'est pas forcément clair, mais je sais pas ce qui va se passer pour Binance. Est-ce que c'est dû à des attaques, tout ça, ou les différents régulateurs, avec ce qui se passe aux États-Unis, préfèrent prendre des distances? Je sais pas trop. Et il faudra sûrement un petit peu de temps, hein, peut-être des semaines, des mois, des années pour savoir qu'est-ce qui va se passer au final avec tout ça, parce que Binance, c'est quand même le plus gros exchange du monde. C'est conséquent ce qui se passe. S'il arrive des choses du côté de Binance. Ensuite, on va regarder un petit peu ce que dit Christine Lagarde au sujet de l'inflation. Elle dit que c'est à cause du changement climatique. On rappelle, Christine Lagarde, elle est à la tête de la BCE. Et on va écouter ce qu'elle dit. Climate change affects inflation. And inflation is the beast that all central bankers, whether they wear a green jacket or not, bon voilà, en gros, le changement climatique affecte l'inflation, mais du coup, c'est pas du tout la masse monétaire ou les taux d'intérêt qui jouent sur l'inflation. C'est pas ce qu'on m'a appris quand j'ai appris et j'ai eu des cours de politique monétaire, mais apparemment pour Christine Lagarde, peut-être qu'elle sait mieux que moi, c'est le changement climatique qui cause l'inflation. Elle est mieux placée que moi, hein. Ça, c'est pas faux. D'ailleurs, le FMI aussi est mieux placé que moi, et Christine Lagarde a aussi été à la tête du FMI. Et le FMI, eux, ils disent... La hausse des bénéfices des entreprises a été le principal contributeur à l'inflation en Europe au cours des 2 dernières années. Du coup, déjà, faudrait se mettre d'accord, là, entre Christine, avec sa belle chemise verte, son chemisier, et le FMI, ils donnent pas la même cause, quoi. Déjà, il y a un problème de cohérence, je trouve. D'un côté, c'est la faute des entreprises, l'inflation. De l'autre côté, c'est le changement climatique. Faut se mettre d'accord, les clowns, sinon le spectacle... il est casse-gueule. Du côté de JP Morgan, une des plus grosses banques du monde, ils introduisent les paiements en euros avec leur propre stablecoin, le JPM Coin, sur leur propre blockchain. Et ils font des transactions avec l'allemand Siemens. Du coup, ça c'est pour parler des stablecoins, c'est utilisé par de gros acteurs. Il y a aussi une des plus grosses banques, la plus grosse banque japonaise, Mitsubishi UFJ Financial Group. Eux aussi, ils sont en discussion en fait au niveau des stablecoins. Derrière les plus grosses entreprises de stablecoins, là ils disent, donc je suppose que ça doit être du côté de Circle avec l'USDC et de Tether avec l'USDT, pour les émettre sur leur propre blockchain. Donc les banques s'intéressent aux stablecoins fortement. Et les stablecoins, toujours, il y a la société SAP qui est leader des logiciels de gestion qui va utiliser l'USDC pour tester les paiements transfrontaliers. Parce que ça résout pas mal de problèmes, ça coûte moins cher, c'est plus rapide, il y a moins de frais. C'est très pratique. Les cryptos sont très pratiques, cette technologie est très pratique. Et ça change un petit peu les façons de faire et le système financier, le système bancaire. Toujours au sujet des stablecoins et de la finance décentralisée, il y a un rapport de Berenberg, c'est un géant bancaire, donc c'est pas rien, mais bon, c'est leur rapport, je ne sais pas ce que ça vaut, chacun en pensera ce qu'il veut, et eux, ils sont en train de dire que la SEC pourrait s'en prendre à l'USDT et à l'USDC. Les analyses dirigées par Mark Palmer ont aussi souligné que la SEC cherchait à réduire le potentiel des protocoles DeFi non réglementés en ciblant les stablecoins considérés comme le moteur de la finance décentralisée. Je sais pas ce qui pourrait se passer, je sais pas si le rapport voit juste ou non, mais les stablecoins pourraient être ciblés. Une petite nouvelle, je sais pas non plus ce que ça vaut, mais ça vient de Fortune 100. C'est un truc qui fait des classements et tout, c'est une sorte de média spécialisé sur l'économie, sur le capital, sur la finance. Il y a une étude Coinbase qui confirme qu'il y a 50% des entreprises du Fortune 100, donc c'est les 100 entreprises, je crois, ça doit être aux États-Unis, hein,
qui sont les plus costauds, il y a 50% qui investissent depuis au moins 2020, qui investissent dans les cryptos. On connaît pas forcément leur nom, je sais pas si c'est bien fiable, je ne sais pas, mais 50% c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'à minima, il y a quand même des grosses entreprises qui se sont pas encore annoncées, qui investissent dans les cryptos, sûrement principalement sur Bitcoin. Et j'imagine juste 2 secondes, lorsque les gens lambda auront compris et auront intégré, quand ce sera public, tout ça, auront intégré que toutes ces grosses entreprises, peut-être dont on est client, je sais pas moi, des Nike, Carrefour où tu vas faire tes courses ou des trucs comme ça, quand les gens normaux auront compris que les grosses entreprises ont des cryptos, les gens normaux vont se dire mais en fait faudrait peut-être que j'en ai. On verra. Je vais résumer un peu ce qui se passe ces derniers temps, parce que là ça fait quand même des semaines qu'on en parle, la SEC, Coinbase, Binance, la régulation. La SEC a attaqué le secteur crypto, ça a fait peur. Ça a fait peur à beaucoup de monde et le marché il a baissé. La finance traditionnelle, ensuite, a annoncé qu'elle voulait mettre de l'argent sur le secteur crypto. Et donc beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et la SEC maintenant, j'ai l'impression, je pense, quelque part elle est un petit peu sous pression. Il y a cet argent qui pourrait profiter à l'économie US. Ce serait bien qu'il puisse rentrer. Et donc pour ça, il faudrait autoriser tous les ETF sur Bitcoin, notamment celui de BlackRock, mais aussi ceux de tous les autres. Et pour ça, il va falloir réguler. Et je me dis au final, ce qui pourrait se passer, c'est que la SEC va réguler. L'argent va arriver sur le marché crypto et tout le monde sera content. Ça me paraît être un joli scénario, pourquoi pas. Et là encore, actuellement, on va dire, en bear market, Bitcoin c'est une cible facile et ses détracteurs s'en donnent à cœur joie. Il faut endurer, il faut manger son pain noir, il faut encaisser les coups. Et c'est parce que le prix est bas. Quand le prix est bas, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand sera-t-il, quand le vent aura tourné, quand tout le monde reparlera à nouveau des cryptos, comme je disais tout à l'heure, quand on saura que les grosses entreprises, elles ont des cryptos et tout ça, quand les institutionnels mettront les gros sous, et que le marché sera haussier, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas, mais la période sera sûrement palpitante. J'ai hâte d'y être, et sûrement que vous aussi. Quelques datas intéressantes sur les 10 plus grosses capitalisations crypto en dehors des stablecoins. Bitcoin et Ethereum dominent largement, à eux deux à 90%, donc en rouge c'est Bitcoin, en vert c'est Ethereum, et voilà, ça c'est les autres. Bon, évidemment, c'est pas toutes les cryptos dans leur ensemble, c'est seulement les 10 plus grosses capitalisations, mais c'est assez parlant. Data intéressante. D'autres choses qui peuvent être intéressantes et assez spéculatives, j'ai vu ça dans un tweet, dans un thread de ProfChain. Il utilise un petit outil, un calculateur, un simulateur, le Monte Carlo Simulation, pour essayer de savoir quel sera le prix de certaines crypto-monnaies dans un an. Et sur le Bitcoin, ça donnerait qu'au 23 juin 2024, le Bitcoin serait à 64 519 $. Bon, je dis tout de suite, évidemment, c'est un indicateur. Des indicateurs, des trucs, des simulateurs, il y en a plein. C'est juste pour s'amuser, on va dire, c'est juste pour le fun. Et on aime bien toujours chercher. Et il y a d'autres cryptos aussi qui ont été simulés. Ethereum, qui passerait en juin 2024 à 14 580 $. Alors là, je veux bien, je signe tout de suite. Je serais content. À peine au début du bull run, du vrai gros bull run, ça voudrait dire qu'au top, il irait à 50 000 $. Je veux bien, je dis pas non, mais je doute un petit peu. Le Litecoin irait à 193 $, le Monero irait à 239 $, Matic, qui performerait quand même très bien, qui ferait son x15 à peu près, irait à 10 $. Bon, le Binance Coin, le BNB, il irait presque à 1000 $, Chainlink 61 $, et voici l'outil ici, et je vais faire une petite simulation avec le GLD, c'est juste pour s'amuser, et je vous mettrai ça dans la description. En échange, vous vous abonnez, voilà, vous vous abonnez et vous mettez des likes. Merci, merci pour ce sub aussi, Mininski91. Bon, je vais chercher le GLD, et on va faire une petite simulation. Ça charge, ça calcule, l'ordinateur analyse, et la simulation nous donne 86 $. Ah bah c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup Elle est pas ouf la simulation. Faut-il s'y fier? Je ne sais pas. Franchement c'est possible on verra bien. Vous ferez vos propres simulations. Je rappelle, le lien est dans la description. Bah merci, mettez des likes, oubliez pas. Et je vous mettrai aussi, pourquoi pas, allez, si vous voulez faire des maths et comprendre comment fonctionne ce simulateur, vous pourrez faire des dérivés, des fonctions, calculer la variance, etc. et résoudre des équations. Si ça vous amuse, eh bah amusez-vous, ce sera dans la description, et n'oubliez pas de liker. Et sinon, parlons d'un sujet très sérieux. On va parler de l'euro numérique, avec ce petit trait de Grégory Raymond qui nous en dit plus. Déjà, ça va s'appeler le cash plus, justement. Plus, toujours plus. Voilà, quand il y a un plus, c'est que c'est mieux, non? Ils ont bossé leur marketing à la BCE. Christine, elle est douée. Attendez, je reviens un peu en arrière.
Ça vaut le coup. C'est pour ça qu'elle était avec sa chemise verte pour nous parler d'environnement pendant son discours. Je déconne pas, c'est vrai, hein, c'est vrai. Faites attention à ces détails. Je reviens sur l'euro numérique. Et du coup, qu'est-ce que ce sera? Alors déjà, c'est un petit peu contesté, même beaucoup contesté par les banques commerciales. Parce que eux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre le contrôle. Ça fait que le cash plus l'euro numérique, il sera directement connecté à la BCE. Elles seront évincées, du coup, les banques commerciales. Ça leur plaît pas, évidemment. C'est pour ça qu'il y aura une limite de détention, un montant maximal que l'on pourra détenir entre, a priori, 3 000 et 4 000 euros. Il sera disponible entre 2027 et 2028. Et je crois qu'on devrait aussi en savoir plus à l'automne, à partir d'octobre en principe. Il y aura encore plus d'informations. Évidemment, hein, le sujet sensible, c'est que c'est une monnaie programmable. Une monnaie programmable, on peut mettre des limitations. Ça plaît pas trop. Surtout si on peut faire en sorte que tu puisses pas dépenser ceci ou pas dépenser cela, avec des limitations et un contrôle sur notre argent. Et il y a un autre trade de Grégory Raymond, on apprend encore un petit peu plus de choses sur cet euro numérique, sur ce cash plus. Il devra être accepté obligatoirement dans les commerces de 20 États membres, de 20 pays. Des exceptions s'appliqueront aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif. Eux, ils seront pas obligés d'accepter cet euro numérique. Sinon, un truc à préciser, les particuliers aussi ne seront pas obligés d'utiliser le cash plus pour leurs transactions personnelles. Ça a été conçu comme une alternative au cash, mais ce n'est pas obligatoire. Encore heureux hein, si ça devient obligatoire. Une fois que c'est installé, et en plus c'est programmable le truc, c'est possible. En gros, on aura un wallet, un portefeuille numérique sur notre téléphone, ce qu'on a déjà nous, hein, ce qu'on est habitué dans la crypto. Il n'y aurait pas besoin forcément d'être connecté à internet pour effectuer des paiements, donc on pourra le faire hors ligne. À la limite, ça c'est une fonctionnalité intéressante, hein, on va pas dire le contraire. La BCE assure qu'elle n'aura pas accès aux données personnelles des utilisateurs, ni à leurs habitudes de paiement. Vous inquiétez pas, c'est pas de la surveillance, c'est pas un outil de contrôle. Et point important, l'euro numérique, ce sera pas en utilisant une blockchain, parce que ce sera un système bien centralisé, qui imitera le mécanisme UTSO du Bitcoin, mais c'est pas une blockchain. Et je poursuis avec BFM Crypto et cet article, l'euro numérique, ce projet qui suscite fantasmes complotistes et hostilité des banques. Bon, l'hostilité des banques, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant avec les banques commerciales qui ont peur de perdre le contrôle. J'ai l'impression que le contrôle, c'est ce qui est au cœur, hein, avec cet euro numérique, c'est le cœur du sujet. Et dans cet article, on nous dit quoi? Dès le départ, Bruxelles présente ce mercredi un cadre législatif pour le futur euro numérique, version dématérialisée de la monnaie unique, un projet qui suscite fantasmes complotistes et hostilité des banques, sans pour autant répondre à une véritable attente citoyenne. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? L'euro numérique suscite avant tout des inquiétudes alimentées par des campagnes de désinformation. Des internautes affirment sur les réseaux sociaux qu'ils viseraient à supprimer l'argent liquide pour permettre une surveillance généralisée des citoyens, à travers le contrôle de leurs achats et transactions financières. Du coup, peut-être que moi, apparemment, je sais pas, hein, la question se pose, comme l'a fait Yorick de Montbagne, il a posé la question à Pauline Armandet qui a écrit l'article, il semblerait. Peut-on en savoir plus sur ces campagnes de désinformation? Qui les conçoit, qui les organise, les coordonne et les finance? Parce que du coup, moi-même, apparemment, je ferai partie d'une campagne de désinformation, mais je ne suis pas au courant. Donc, c'est marrant. Je vous l'apprends. Ce que je vous dis là fait partie d'une campagne de désinformation. Mais on m'a pas payé, du coup, je me suis fait douiller, peut-être, je ne sais pas. Continuons sur tout ça. Apparemment, il y a plusieurs rédactions qui sont sur le coup et qui parlent des mêmes choses, des fantasmes complotistes. Quand on fait des recherches sur Google, il y a des articles un peu de toutes parts qui sont apparus à peu près en même temps. Comme là, dans cet article de Ouest France, par exemple, où on nous ressort la même phrase. Bruxelles présente ce mercredi, blablabla, blablabla, un projet qui suscite fantasmes complotistes et hostilité des banques. C'est marrant, c'est le même texte. Pareil du côté de l'Express, Bruxelles, la Commission européenne, blablabla, fantasmes complotistes. À nouveau, pareil, pour traiter du même sujet et de la même manière et dire les mêmes choses. Vraiment, c'est ouf en plus. Et en fait, ça, si ça se passe comme ça vient de l'AFP, l'agence France Presse. C'est une des 4 grosses agences internationales de presse du monde occidental. Il y en a 4 grosses, et c'est de ces agences d'où partent la matière première de l'information, en gros. Et c'est distribué ensuite dans tous les médias. Donc ces 4 agences font un petit peu la pluie et le beau temps de l'information, c'est pour ça qu'on se retrouve avec les mêmes choses en même temps. Et du coup, c'est intéressant. Seulement 4 agences, du coup, peuvent influencer l'opinion des gens, du coup.
Est-ce que ce serait ça les campagnes de désinformation, finalement? Je ne vous dis pas quoi penser, je vous présente juste des informations. Comme cet article de cette journaliste de La Tribune, Euronumérique, il ne s'agit pas d'un projet Big Brother. Ça continue, quoi. En fait, il y a eu plein d'articles comme ça. Mais en tout cas, dans cet article, on nous dit encore toujours un petit peu les mêmes choses. Hein. Rassurer les banques, c'est pas Big Brother, les complotistes, etc. Pourtant, il y a des éléments assez intéressants. On reparle de Christine Lagarde, à la tête de la BCE, hein, l'Euronumérique, c'est de là d'où ça va venir, le cash plus. Que nous disait Christine? On va écouter ce que nous disait Christine. You know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. Il y aura un contrôle. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. Voilà, sur les petits montants de 300, 400 euros, là, nous pourrions avoir un mécanisme sans contrôle pour les petits montants. Mais ça veut dire, déjà c'est du conditionnel, peut-être qu'il n'y aura pas de contrôle sur les petits montants, mais ça veut dire, il faut en déduire, sur les gros montants, il y aura du contrôle, et encore des gros montants. Au-dessus de 300 ou 400 euros, ça devient des gros montants. Donc tous ces articles, ils nous parlent, c'est pas Big Brother, non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de surveillance, et tout ça, tous ces articles qui disent la même chose, déjà ça coince, je trouve, mais c'est pas fini. On va regarder ce que nous dit Augustin Carstens, le big boss, si j'ose dire. Dans la crypto, on parle de baleine. Lui, il est à la tête de la banque for International Settlement. Bah voilà, hein, c'est un peu le big boss des banques centrales. Et on va écouter ce qu'il dit, lui, des MNBC, des crypto-monnaies de banque centrale. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Donc là, il nous a dit clairement, avec les monnaies fiat, avec le cash, on peut pas voir ce que les gens font, ça nous plaît pas, c'est un problème, il a posé ça comme étant un problème, et qu'avec les MNBC, eh ben, ils auront un pouvoir, un contrôle absolu sur la monnaie, sur ce que les gens pourront faire ou non, et qu'ils ont la technologie pour ça, et pour résoudre ce problème du cash, donc de l'anonymat et le fait de pas avoir de contrôle. Donc, ils le disent, est-ce que, du coup, est-ce du complotisme? Sont-ce des fantasmes? Et j'ai pas fini, il y a encore du côté du FMI, Boli, c'est pas Basile Boli, le directeur adjoint du FMI, il avait dit « Avec les MNBC, on peut contrôler précisément ce que peuvent et ne peuvent pas détenir les gens, mais on peut aussi programmer les usages de l'argent, par exemple, le restreindre à des achats de nourriture. » Donc ouais, ils peuvent avoir complètement le contrôle. C'est ce qui est a priori, de ce qu'on les écoute, c'est eux a priori les big boss, c'est eux qui savent, donc voilà, avec tous ces articles, hein, sur les fantasmes complotistes, eh bien, on verra, de toute façon, le futur arrivera. Je change de sujet là, je reviens un petit peu à BlackRock. BlackRock qui prédit un changement monumental. Et BlackRock y pèse avec leurs 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc quand BlackRock dit quelque chose, on écoute. Et là, c'est quelqu'un de chez BlackRock qui a parlé. Alors on écoute, qu'est-ce qu'il dit? L'adoption institutionnelle de la tokenisation contribuera de façon monumentale à façonner notre écosystème. Nous devons travailler avec de bons acteurs, avec de bonnes infrastructures qui deviendront de plus en plus solides. Puis l'argent et l'adoption viendront. Donc quels seront les acteurs solides avec de bonnes infrastructures? Faudra des blockchains qui soient vraiment scalables. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que du côté de BlackRock, il dit ça prendra plus de temps que prévu. BlackRock a de nombreuses conversations avec des clients traditionnels et du secteur crypto, mais se concentre actuellement sur la tokenisation et sur son partenariat avec Circle. L'industrie doit se regrouper autour de certains actifs et donner la priorité aux cas d'utilisation réelle. Nous allons en prison si nous ne savons pas avec qui nous commerçons. Nous ne pouvons participer qu'à des systèmes bien réglementés et bien compris. Alors il va falloir clarifier, et il va falloir que ce soit des blockchains bien réglementés. Bon, tout ce que je sais, c'est que Multiversix est très bien réglementé dans l'Union Européenne. Et on verra quelles seront les blockchains bien réglementées. Et comme ils disent, hein, ça arrivera pas tout de suite. Le porte-parole là de BlackRock, je sais pas si c'est le même,
mais il a dit qu'il faudra beaucoup d'années pour que l'adoption se fasse dans la finance décentralisée, se fasse par les institutionnels, pour qu'ils arrivent vraiment avec leur argent à fond dans la défi. Beaucoup d'années. Et les fonds de gestion étudient actuellement auprès de ses clients la manière avec laquelle les stablecoins pourraient jouer un rôle pour les transferts. Donc, mais en tout cas, ils s'y intéressent quand même fortement à la tokenisation et les stablecoins. Donc là, on arrive à la pause. C'était la première partie. C'était la première partie sur l'actualité crypto en général et de la première vidéo diffusée sur YouTube. Donc là, pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est la fin. C'est le moment où vous pouvez lâcher des likes, vous pouvez vous abonner, des commentaires et tout ça. Et puis au prochain épisode, on parlera des actualités Multiverse X. Pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont là actuellement sur Twitch, eh ben c'est tout bénef. Vous avez le droit aux 2 épisodes en même moment, en priorité. Et en plus sans payer. Efficace et pas cher, on avait dit au début du live. Bisous YouTube, Saccade, exactement. Venez sur Twitch. Bon bah salut YouTube, à la prochaine. Merci pour le sub, Maxou. Merci. Tiens, ça a pas sonné. Ça a pas sonné, mais je l'ai lu quand même, donc merci. Oh, merci Evose. Merci pour ces 5 abonnements, cette distribution. Bah vous pouvez remercier... vous pouvez... Bah là on entend... là on entend les notifications. Vous pouvez remercier Evose, même si c'est gratuit.